Salut chers abonnés, bienvenue dans cette capsule concernant les fondamentaux de la gestion de projet. La grande question que nous allons nous poser aujourd'hui, à laquelle nous allons répondre, c'est quelles sont les phases du management de projet. Je suis Jacques Ebaka, créateur de la page et de la chaîne en mode projet. Je suis consultant formateur, FDFP, agréé aux méthodes APC. Je suis project manager. Alors, donc, nous allons répondre à cette question-là. C'est une capsule, il en aura comme ça sur les fondamentaux de la gestion de projet. Comme je vous l'ai dit, il en aura aussi sur les méthodes, voilà, un peu détaillées de la manipulation de logiciel MS Project. Et n'oubliez surtout pas la promesse que je vous ai faite, je suis en train de la préparer, des vidéos sur les IA de ouf, que nous allons voir comment les appliquer, soit en gestion de projet, mais aussi quotidiennement dans notre vie. Eh bien, pour répondre donc à cette question, nous y allons. Alors, il faut dire que pour arriver à répondre d'abord à cette question, nous allons essayer de comprendre d'abord l'objet, ce que c'est que projet, et quelles sont les phases même, les grandes phases même d'un projet. En réalité, il faut savoir qu'on peut découper les grandes phases, voilà, les grandes phases d'un projet en deux types de projets. D'abord, on peut les découper euh, en la phase d'avant-projet, en la phase d'avant-projet, et aussi, et après la phase de projet, du projet lui-même. C'est vrai que, excusez-moi, on pourrait même aller à dire qu'il existe trois phases. Moi, j'ai choisi de retenir deux, selon la littérature qui est en place. On pourra dire la phase d'avant-projet, la phase de projet, la phase de la fin du projet ou d'après-projet. Mais en réalité, la- quand le projet est clôturé, il est clôturé. Voilà, donc on rentre en production, après la recette, n'est-ce pas? Donc, il y a deux grandes phases, essentiellement. La phase d'avant-projet, qui est la phase d'émergence, jusqu'à avoir le go pour pouvoir rentrer dans la phase de projet. Et puis, il y a la phase de projet en elle-même, qui va consister à démarrer le projet et à la clôturer et faire la recette. Et donc, selon les organismes, les standards, les auteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon la littérature, euh, on peut essayer de comprendre ces phases-là, mais le plus souvent, les gens les ont éclatées en des sous-étapes. Voilà, en des sous-étapes. Quand le PMI, tu parleras de 5 étapes, l'AFNOR, pareillement, Prince 2, plus ou moins, il dira aussi les mêmes choses. Aussi, il y a la gare qui parlera aussi voilà. D'autres auteurs, dans leurs écrits, parlent de 3 phases, d'autres vont à 4 phases, d'autres même vont jusqu'à 6 phases. Donc, mais tout compte fait, comme je l'ai dit précédemment, il y a deux grandes phases. Toutes ces sous-étapes-là peuvent être regroupées en deux grandes phases. La phase d'avant-projet, la phase du projet en lui-même. Alors, quelques exemples. Nous allons citer précisément l'exemple de l'AFNOR et puis de ISO, qui nous donne une certaine définition du management du projet. Donc, d'après l'AFNOR et ISO, le management du projet consiste à appliquer des méthodes, des outils, des techniques et des compétences à un projet donné. Voilà. Donc, appliquer des méthodes, des outils, des techniques et des compétences à un projet donné. On peut dire aussi que le management de projet est défini comme la planification, l'organisation, le suivi, la maîtrise, le compte rendu de tous les aspects d'un projet et surtout aussi de la motivation des personnes impliquées pour atteindre les objectifs du projet. Donc, avec ces deux définitions, nous arrivons donc à baliser ce que c'est que le management de projet. Mais comme l'objet de notre capsule, c'est de connaître les phases, nous allons donc passer à ces phases-là. Et dans de prochaines vidéos, dans de prochaines capsules, nous allons les prendre phase par phase, les disséquer. Et selon aussi les commentaires, les besoins que vous exprimerez dans les commentaires, je pourrai aussi adapter les vidéos. Ainsi donc, en ayant donc cette euh, définition en tête, nous nous rapprochons maintenant des différentes phases du management de projet. Dans cette capsule, j'en ai retenu 4 essentiellement qui elles-mêmes aussi sont subdivisées en des sous-étapes.
pour essayer de mieux comprendre, mieux cerner. Nous n'allons pas rentrer dans totalement tous les détails, mais nous allons essayer de comprendre ces grandes phases-là, et puis les sous-étapes ou les sous-activités, je dirais qu'il faut mener quand nous sommes en, en train de penser à un projet professionnel, voilà, projet professionnel dans le cadre d'entreprise, dans le cadre de lancement d'un produit, dans le cadre de lancement d'un projet d'infrastructure dans le domaine de l'industrie, peu importe le type de domaine, mais on peut aussi ramener tout ça à notre vie propre, parce que nous parlons tout le temps de projet. Tout le monde gère des projets, sauf qu'il y a des standards que nous utilisons pour le faire. Alors, il y a 4 phases qui sont subdivisées en chacune en 2 sous-étapes. Première phase, nous avons la phase d'analyse des besoins. Ensuite, la prochaine phase, c'est construire et planifier les besoins. La troisième phase, il s'agit de conduire et de piloter le projet. Et enfin, la dernière phase, il s'agit de clôturer et d'évaluer le projet. Alors, cette première phase, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste en la phase d'analyse des besoins et de lancement du projet, comme son nom l'indique bien. Quant à la seconde phase, elle consiste à la préparation du projet et à la planification des tâches et des activités. Quant à la troisième phase, c'est la phase de réalisation proprement dite et d'animation des équipes projet. Justement. Alors, comment ces différentes phases-là vont se dérouler? Parlons d'abord de ce que c'est que la quatrième phase, qui est la phase donc de finalisation du projet et de capitalisation de l'expérience. Donc, quelles sont les sous-étapes de la phase, de la première phase? La- Tout naturellement, nous voyons qu'il y a l'analyse des besoins. Voilà. Et puis ensuite, il y a la définition des objectifs. D'accord? Et comment est-ce qu'on fait chacune de ces différentes étapes? Analyser le besoin. Comment ça se passe? Quels sont les outils qui permettent? Donc, pour chacune des sous-étapes, nous allons essayer de voir quelles sont les différentes activités à mener. Voilà, les différentes activités à mener dans chaque sous-étape. Et après, quels sont les outils qui peuvent nous aider? Ici, particulièrement, je ne parlerai pas forcément des livrables, des phases de projet, mais je parlerai plutôt des activités à mener avec les outils qu'il faut mener. Donc, pour ces deux phases-là, d'abord pour l'analyse des besoins, nous avons identifié les besoins, d'accord? Après, valider la faisabilité et l'opportunité du projet. Et enfin, estimer les ressources nécessaires. Quand cela est fait, on passe donc naturellement à définir les objectifs, puisque nous avons les besoins qui ont été validés maintenant et les ressources. Donc, nous identifions les parties prenantes proprement dites, c'est-à-dire pour qui fait et qui pense être touché. Après les parties prenantes, nous allons définir les objectifs du projet. Pourquoi ce projet est-il conduit? Quels sont les différents objectifs à atteindre, les différents jalons? Ensuite, et enfin, je dirais, en nommer le chef de projet et organiser la réunion de lancement, qu'on appelle le plus souvent le kick-off meeting. En ce moment, le chef de projet, alors ok, il va commencer à travailler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc utiliser, bon, avant d'arriver là-bas, pour faire cela, nous avons besoin de quelques outils. Nous avons besoin du QQOCP, le Q pour qui, quoi, où, quand, combien, comment, pourquoi. On a aussi le brainstorming. On a le diagramme d'Ishikawa ou le diagramme d'arête de poisson. On est passé de 6 arêtes à 8 jusqu'à 11 aujourd'hui. Nous pourrions, au besoin, si vous le souhaitez, mettez-le dans le commentaire, disséquer chacun des outils présents et voir comment est-ce qu'on peut les utiliser. On a le SWOT, qui signifie Strengths, Weaknesses, Opportunities and bon, j'ai oublié le T, désolé.
mais c'est force, faiblesse, opportunité et menace. Voilà. En fait, on a aussi la cartographie du projet, objectif SMART. Donc, quelques outils comme ça qui peuvent aider à la phase 1 pour l'analyse des besoins. Ensuite, quels sont les outils de la phase 2? Mais avant de parler des outils, nous allons parler donc des sous-étapes. Dans la seconde phase, construire et planifier, naturellement, c'est là pour construire et puis planifier. Mais qu'est-ce que nous allons utiliser comme outil ou quelles sont les tâches, les différentes tâches à faire? Alors, comme tâche, nous allons définir les acteurs du projet, c'est-à-dire le chef de projet et le contributeur, lister les tâches, définir l'enchaînement logique des tâches, identifier les livrables, attribuer les ressources, valider le cahier des charges, identifier les risques. Et après avoir fait toute cette partie-là, puisque là, maintenant, l'équipe projet est entièrement constituée, parce que là, le côté du chef projet était seul, mais là, dans la phase construite, on a défini les autres contributeurs. Du coup, nous allons affecter une durée aux tâches. Il s'agit de la fonction du planning réel. Donc, dans cette phase, comme je le disais, il va s'agir de vraiment construire le planning. Et donc, pour construire le planning, il s'agira donc d'affecter une durée aux tâches, d'organiser les tâches dans le temps, de définir les priorités, voilà, de poser les jalons, établir le plan de communication. En réalité, c'est là même que le projet est, je dirais, est complètement monté. Parce que dans la première phase, dans la phase d'analyse de besoins, c'est vrai qu'on sort de là avec un cahier de charges, mais qui est assez macro. Par contre, dans la phase construit et planifiée, là, nous allons aller dans la profondeur. Voilà, le budget estimatif qui a été donné, il va être disséqué, il va être approfondi. Le planning va être affiné. Les, les différentes tâches réellement vont être affinées. L'identification des risques va encore être plus épurée. Voilà, on va ouvrir un vrai registre, énumérer, essayer de regarder, de comparer, de faire un peu du benchmarking sur d'autres projets, afin de savoir si. Ensuite, donc, pour pouvoir réaliser ces différentes tâches, euh, nous allons nous servir notamment comme la première phase de certains outils. Certainement, vous êtes peut-être familier avec certains d'entre eux ou pas, mais tous ces outils-là, nous pourrions en reparler encore dans des capsules. Voilà. Donc, nous allons utiliser le planning maître, la matrice de décision, le retro-planning, le Gantt et le PERT qui sont bien utilisés par le logiciel MS Project et Primavera, dont vous avez des formations ici. Primavera, je n'ai pas encore fait la première vidéo. Elle arrivera probablement, je crois, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais donc, restez toujours scotché sur la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner surtout. Aussi, la matrice des risques, voilà, afin de pouvoir donc évaluer tous les risques afférents au projet. Après donc d'avoir travaillé sur ces deux phases, donc après d'avoir fait la phase de construction de planification, il peut arriver que ce soit des étapes où on retourne encore à la première phase. Lorsque nous sommes en train de construire, de planifier le projet, il peut arriver qu'il y ait des modifications. Et il y a une autre image qui synthétise bien cela. Après cette vidéo, je pense que dans les prochaines leçons, je verrai comment aussi la présenter. Elle parle plus encore des livrables. Donc, c'est pas que quand on a quitté l'étape d'analyse des besoins et de définir les objectifs, nous ne pouvons pas retourner à l'analyse des besoins. Non. En définissant les objectifs, on peut encore retourner vers l'analyse des besoins. Donc, on peut itérer jusqu'à ce que même quand on arrive à la phase de planification, on peut encore itérer pour retourner à la première étape. Et même quand on passe à la phase suivante, qui est conduit et piloté, on peut encore revenir à la planification. Donc, c'est tout ça. Il s'agira de faire donc la gestion des changements, des modifications, tout et tout. Donc, la phase la troisième phase, conduire et piloter le projet. On va d'abord conduire le projet et en même temps qu'on conduit, on pilote le projet. Parce qu'il y a conduit et puis il y a piloter. C'est deux choses différentes. Alors, pour expliquer cela, je peux prendre le cas du tableau de bord d'un véhicule. On peut être conduire un véhicule, c'est l'allumer, d'accord?
partir d'un point A pour arriver à un point B. Point. On l'a éteint. Par contre, piloter, nous allons utiliser les informations du tableau de bord. Parce que imagine que nous sommes sur la route et quand on démarre notre voiture, on ne regarde même pas l'aiguillage, on ne regarde même pas le niveau de carburant, on ne regarde rien. Et puis on conduit juste simplement comme ça parce qu'on attrape le volant, on part du point A au point B. Non. Piloter, il va s'agir donc d'utiliser des indicateurs, des informations afin de pouvoir corriger notre trajectoire quand il y a lieu ou même de prévenir certains incidents. Donc on pilote, on conduit et on pilote. Ensuite, pour faire tout cela, on a besoin effectivement de. C'est pas d'un trait que ça se fait, il y a des étapes, il y a des activités à mener. Donc, pour pouvoir conduire un projet ou le piloter, nous allons, par exemple, pour conduire, nous allons animer l'équipe projet, motiver les équipes, parce que nombre de projets qui échouent sont du fait d'un mauvais management. Nous allons aussi communiquer autour du projet. C'est normal puisque nous avons forcément des instances de projet qui travaillent, qui nous ont mandaté. Si nous sommes dans l'équipe projet, qu'on mandaté le chef de projet. Donc, il faut communiquer vers ces instances-là. Il faut communiquer aussi avec l'équipe projet. Il faut communiquer autour du projet. On a parlé des parties prenantes. Donc, il faut communiquer dans tous ces axes-là et dans tous ces sens. Sinon, il peut arriver que le projet n'aboutisse pas parce que nous n'avons pas bien communiqué. Donc, conduire des réunions, ça, d'avancement et des bilans d'étape, c'est très important de le faire. C'est vrai, mais il faut faire attention à la réunionnite. Alors, il faut faire attention à trop de réunions parce qu'après, ce n'est pas productif. Mais c'est important de faire des checkpoints pour pouvoir essayer de corriger ou de voir comment est-ce que le projet avance. Et donc, pour piloter, on va contrôler l'avancement, analyser les indicateurs de suivi afin de pouvoir corriger déjà pour que lorsqu'il y aura, plutôt, excusez-moi, lorsqu'il y aura des évaluations, on puisse déjà, euh, on ait l'opportunité d'avoir perçu déjà des écarts et l'évaluation va permettre enfin de pouvoir paralyser et prendre des décisions très, je dirais, des décisions qui auront de plus grands impacts, n'est-ce pas? Aussi maîtriser les risques, justement. C'est de ça qu'on parlait. Quand on prend l'exemple du tableau de bord, si le carburant est en train de baisser, que le conducteur s'intéresse à son tableau de bord, à la jauge du carburant, il saura qu'il est en train il n'a pas assez de carburant, il va s'arrêter à une station-service et prendre du carburant. Et enfin, se mettre en production, tester et tester aussi le projet. On se dit peut-être que ça ressemble tester au projet, c'est tester, ça ressemble à des méthodes plus importantes. Non, même dans l'industrie, on peut tester, même dans la construction, on peut tester. Voilà, on peut tester. Et enfin, quels sont les outils qu'on utilise dans ce cas-ci? Beaucoup d'outils. Et sachez une chose, les outils que j'ai mis là ne sont pas exhaustifs. Ce n'est que quelques-uns des outils utilisés que j'ai recensé. Il y en a plus. Vous pouvez aussi faire des suggestions. Tout ça, c'est un échange, n'est-ce pas? Là, nous avons le tableau de bord, la matrice de compatibility, le mind mapping et puis le DSC qui permettent tout ceci-là de pouvoir vraiment conduire et piloter notre projet. Enfin, la quatrième phase de clôture et d'évaluation du projet, l'une des phases aussi importantes d'un projet parce que vous pouvez avoir fait passer par toutes ces trois phases précédentes et qu'à la fin, le projet ne soit pas un succès. C'est bien dommage, n'est-ce pas? Donc, pour en arriver là, on espère que le projet a été bien conduit, a été bien piloté, mais aussi que les objectifs définis dès le départ, dans la phase d'analyse des besoins, sont atteints. Et donc là, nous allons donc clôturer, nous allons donc évaluer le projet. Pour ce faire, nous avons aussi besoin du nombre d'activités, notamment valider le projet, bien sûr, c'est ça. Est-ce que le livrable principal du projet est conforme à la qualité? Est-ce que nous avons pu respecter le délai? Même si c'est pas respecté que c'est le livrable, ben oui, après, il y a les conséquences, il y a les leçons à tirer. Mais si c'est pas du tout le livrable, ça fait que le projet aurait été un échec. Donc, livrer l'ouvrage ou le produit final, organiser la réunion de clôture, qui est une étape très importante, parce que c'est là qui montre que vraiment le maître d'ouvrage valide son projet. Il va, oui,
je dirais, qui va s'engager, donc, à la fin, voilà, il fera la recette. Il va donc, au cours de la réunion de clôture du projet, va effectivement recevoir son produit. Le chef de projet là va aussi livrer totalement le projet. Enfin, établir la documentation. Et puis après, nous allons évaluer. Valider donc les méthodes et les outils utilisés, tirer des leçons, notamment, voilà, en capitalisant les retours avec l'expérience, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tout projet ne se réalise pas à 80, à 100% comme ce qui est prévu. Et c'est pour ça que, par exemple, la gestion des risques est très importante voilà, pour ça. Alors, si vous avez besoin qu'on implémente un PMO dans votre organisation, nous sommes disponibles pour pouvoir le faire. Si vous, aussi vous voulez avoir des notions sur la gestion des risques et comment mettre en place un système de management des risques dans votre entreprise, voilà, simplement en tout cas pour comprendre déjà ce que c'est que le management de risque en matière de gestion de projet, quels sont les outils. Voilà, nous disposons des outils assez reconnus mondialement, des outils que nous avons pu adopter par notre expérience et par la pratique. Donc, nous sommes disposés pour faire. Alors, comment est-ce que on clôture le projet? Avec quel outil? Nous allons les voir maintenant. Donc, des outils pour le faire, nous avons le rapport de clôture, la roue de Deming avec la méthode PDCA, Plan, Do, Check and Act. Ok, donc voici en quelques étapes bien définies, le management de projet. Alors, dans de prochaines capsules, nous allons donc expliquer ce que c'est que chacune des différentes étapes ou des outils, concrètement, comment est-ce que on peut mettre en place ces systèmes. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt. Merci.